Alors, bienvenue à cette rencontre avec l'écrivain Théo Ananisso sur son roman Délicatessen. Il est invité aujourd'hui par la scène littéraire et puis l'association Trace Métis, le blog de mon amie Estelle Baroux ici présente. Et ben voilà, avec les lectrices de ce fameux roman, on est là pour décortiquer, discuter, dire notre ressenti. Donc je vais peut-être laisser chaque lectrice se présenter et puis on va continuer la série. Peut-être qu'on commence avec le début de la table. Colline Thaler, sophrologue, amoureuse de la littérature multiculturelle. Nadine Messina, licence en lettres modernes françaises en littérature pour l'essentiel. Alors, Fleur-Agnès Nazoa, amoureuse de la littérature aussi, particulièrement de la littérature africaine, dont je pense qu'elle n'est pas assez portée par les gens à qui elle est destinée. Et je pense que, voilà, que chacun devrait, à son moindre niveau et à ses moindres moyens, essayer de faire quelque chose pour nos écrivains qui bossent, qui travaillent, etc. Voilà, pour leur rendre hommage à ce qu'on essaye de faire, qu'on essaie de faire aujourd'hui. Alors, Estelle Hughes, Estelle Baron-Hughes, de mon nom entier, blogueuse sur Trace littéraire, passionnée de littérature, mais surtout exploratrice du métissage et de l'interculturalité dans la littérature africaine et au-delà. Fanny Tutumpondo, fondatrice du site azania.ch, qui est un agenda dédié aux événements culturels africains et caribéens, organisé à Genève et aux environs, passionnée de littérature également et des cultures africaines en général. Marc-Cécile Mika, écrivain et passionné de la littérature africaine. Dégos Lydienne, passionnée de la littérature en général. Audrey Imbert, chargée de communication, et mon goût pour la littérature est rené quand j'ai découvert la littérature native africaine. Et Ariane Mawafo, j'achève un master en français en ce moment à l'Université de Genève et une énorme passionnée de la littérature africaine, et je travaille avec Agnès et toute l'équipe dans la scène littéraire. Je suis la clown du groupe. Je ne vais pas te laisser dire ça parce que il faut dire que les gens associent toujours mon nom à la scène littéraire. Moi, je suis souvent l'initiatrice, mais le plus gros du travail, que ce soit le site, que ce soit la page Facebook, tout ce que vous avez vu tous ces jours-ci, c'est Ariane qui le fait. Hein. Donc voilà, donc il faut vraiment rendre hommage à cette personne. J'habite en Allemagne depuis 22 ans, après avoir fait 8 années d'études en France. D'accord. Et vos études, parcours universitaire Alors oui, à la fois à l'université à Lomé, au Togo, des études de lettres que j'ai poursuivies donc à Sorbonne à Paris. Et ensuite j'ai fait littérature comparée, littérature générale comparée, c'est un département des ensembles des études de lettres. Et bon voilà, j'ai fait un doctorat, je ne sais plus trop maintenant le système maintenant, mais enfin à mon époque il y avait maîtrise, DEA et puis doctorat. Et j'ai enseigné longtemps aussi en France, au lycée, puis à l'université à Cologne en Allemagne, avant de cesser toute activité de ce genre-là pour uniquement écrire.
consacré à la littérature. Ouais, Je n'ose pas vous demander quel est votre métier, j'ose quand même écrire. Je pense que oui, c'est ce que je dirais. Ça me prend toute ma vie, donc c'est quand même cela. Ouais. Votre livre de chevet actuel, ça nous intéresse. Qu'est-ce que vous lisez actuellement? Alors, Et actuellement, pourquoi? qu'est-ce que j'ai actuellement? Je suis en train de lire, mais c'est un peu. C'est quand je n'écris pas pour moi, les fictions, je suis sans cesse j'écris aussi des essais. Je n'ai pas dit cela, c'est pas publié, c'est publié en revue. Et donc je dois rendre un travail et je suis en train de relire là, pour la 3e fois Karen Blixen. L'ensemble, enfin, à la fois sa correspondance depuis l'Afrique et également la femme africaine très connue, Out of Africa. Donc c'est le livre que j'ai là, comme ça, hier encore soir, c'est ce que j'étais en train de lire avant de partir. Mais c'est parce que cette écrivaine vous parle particulièrement ou Oui, beaucoup. son œuvre? Oui, bon là on va pas faire une parenthèse, mais j'aime beaucoup l'œuvre de cette femme. C'est un exemple de courage extraordinaire. Si nous voulons rester un peu avec mes personnages féminins. Donc elle a vécu en Afrique à une période difficile entre 1914 et je crois à peu près 1900, un peu avant la Deuxième Guerre mondiale. Vous me rappelez un peu sa nationalité pour ceux qui la connaissent? Karen Blixen, bon alors elle est danoise, écrivaine danoise, mais à l'époque on est un peu danois et aussi suédois. Alors donc en gros elle est décédée en 1962. Et elle a vécu, elle s'est mariée avec quelqu'un et ils sont partis avec un Suédois, enfin un baron danois suédois, et ils sont allés s'installer en Afrique pour faire avoir une ferme de café, pour cultiver le café. Évidemment, ils ont mal choisi l'endroit, ça ne marche pas, le café n'est pas cultivable dans cet endroit. Et lui, le mari, donc, va très vite l'abandonner un peu à elle-même et courir le safari, les chasses, partir et après lui avoir inoculé la syphilis. Et elle va donc essayer malgré tout de vivre dans ce contexte-là et puis finalement la ferme va faire faillite, elle va rentrer donc au Danemark et c'est à ce moment-là qu'elle va commencer à écrire. Donc, en commençant par écrire ses souvenirs d'Afrique et ensuite aussi des contes, d'autres textes, d'autres récits. C'est un très bel écrivain, vraiment j'aime beaucoup. Donc on ira la lire pour ceux qui n'ont pas encore fait. Ouais. Alors, peut-être que vous nous présentez un peu, vu qu'on est là pour vous écouter, ce que vous avez écrit vous-même. Hein. Oui. 5 romans. Oui. Donc, Delicatessen, c'est le 6e roman. J'en ai publié 4 chez Gallimard et 2 chez Elisa, qui est une éditrice avec qui j'aime bien travailler, qui est basée en Tunisie. Et voilà, donc je vois un peu les 4 ici. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai publié de Lisa Oé, c'est en 2005 chez Gallimard. Et ensuite, il y a un petit paradis. Il traite de quoi, si vous pouvez, de manière succincte, nous dire un peu Toujours très difficile, rapidement. C'est un premier roman, j'ai voulu traiter un peu d'une affaire de crime en fait. C'est-à-dire quelqu'un a tué quelqu'un et quelqu'un d'autre revient et voudrait voir, et il est ami des deux en fait, des deux parties et il doit pouvoir faire face à... Le contexte, oui. Ça se passe en Afrique, au Togo, enfin c'est pas nommé, c'est un contexte africain et dans une période extrêmement difficile, en l'occurrence aussi pour le Togo dans les années 90. Et en fait, il revient dans la ville où il a grandi, où il était adolescent, avec ses parents, et il veut retrouver ses amis, que sont devenus ses amis, et à la fois aussi en retrouvant les lieux de son enfance, il retrouve aussi l'histoire de sa famille, et les problèmes qui étaient entre ses parents ou pas, enfin, remontent peu à peu à sa conscience. Son père est décédé, et en retrouvant ces lieux, il se souvient de sa sœur, de son père, de sa mère, et puis aussi de ses amis là qui sont devenus politiquement opposants. Et donc tout ça c'est plutôt un tableau et je voulais décrire un contexte, je voulais décrire la savane togolaise, qui est une très belle région. Et c'était au départ ce que je voulais faire, d'écrire cela, et au fur et à mesure, donc il fallait quand même écrire un roman et imaginer des histoires et des personnages. C'est une sorte de polar, un peu politique. Un peu. J'aime bien un peu jouer un peu limite comme ça. On l'a vu dans Délicatesse. Oui, j'aime bien ça. mais n'en tirez pas de conclusion en ce qui concerne.
Alors pour les autres. Ah oui, pour les autres, rapidement. rapidement. Bon, un petit peu rapide, c'est le deuxième. Là, c'est vraiment un polar. C'est ce qu'on appelle en allemand un Krimi, c'est-à-dire avec K. C'est tout simplement un homme qui est trouvé mort chez sa maîtresse. Et la maîtresse, dans la nuit, c'est un homme puissant, et donc la maîtresse ne peut pas s'adresser à la police ni aux gens, aux autorités, c'est trop puissant, c'est trop compliqué. Et elle va faire un appel à d'autres personnes qu'elle connaît et qui vont essayer de faire disparaître le corps. Et c'est ça l'histoire un peu, donc voilà. Ténor Midi, c'est difficile à dire, c'est quoi? Ça c'est le roman d'un retour. C'est le roman d'un retour. Je suis retourné, je ne sais plus, en 2008, et je voulais simplement être là. Et à partir de là, au départ, c'était comme un journal que je tenais, et puis après, j'ai conçu un roman. C'est un personnage qui revient, qui est conseiller à la présidence de la République, et qui va être, pour des raisons, on ne sait pas très bien pourquoi, on veut l'éliminer. Et il voit venir la mort, et le narrateur le rencontre quelques heures avant sa mort, à l'occasion d'un dîner. Et c'est au fur et à mesure que on va savoir qu'en fait il est traqué, qu'il va être tué, et puis voilà. Donc c'est un peu comme ça, une atmosphère nocturne comme ça en Afrique. Il y a souvent beaucoup ces histoires de retour dans il y a toujours quelqu'un qui revient dans vos personnages. Ça fait partie de la réalité africaine aujourd'hui. Beaucoup d'Africains sont à l'extérieur. Et les frontières de l'Afrique dépassent celles que nous connaissons sur la carte. Elles sont partout. Et l'Afrique est vraiment partout. C'est une réalité nouvelle. C'est vraiment pas du tout le cas pour beaucoup d'autres gens. Peut-être les Chinois, peut-être. Mais l'Afrique est vraiment un peu partout. Il y a au Japon, en Chine, il y a des Africains. Et donc, il faut faire ces deux Afriques-là, si je puis dire. Je pense. Enfin, c'est mon sentiment. Donc là, il nous manquerait le. Donc voilà, il y a deux. Alors, j'ai publié l'invitation. J'ai été en Touraine pendant 4 mois, en Touraine, en France. Et j'ai vécu là, en résidence, et pour une fois, j'ai voulu décrire ce que je voyais. Donc les gens qui vivaient, comment, etc. Et j'ai essayé d'imaginer aussi une histoire un peu romanesque, mais c'est vraiment la description des paysages et des Français tels que je les voyais à cet endroit. C'est intitulé L'invitation, c'est édité chez Elisade. Et ensuite, j'ai publié un deuxième livre chez elle, qui est intitulé Le soleil est censé brûler. Là, c'est presque une petite commande, c'est-à-dire l'éditrice a souhaité que j'écrive quelque chose sur un écrivain africain du passé, des passés. Alors j'ai hésité entre Mongo Betty, Amadou Kourouma, et j'ai pris un Congolais qui s'appelle Sonny Laboutonsi. Et je l'ai pris au moment où il est mort en 1995, donc le sida, il était à l'hôpital à Paris. Et j'ai pris donc cette phase-là, mais je suis allé au Togo où j'ai rencontré en quelque sorte quelqu'un qu'il a connu, un ami qu'il a connu aux États-Unis, qui lui-même devenu ministre et puis en prison et puis sorti de prison, apprend que Sonny donc est condamné, est mort, et essaye de trouver les moyens de le faire venir au Togo, enfin chez lui, pour ses derniers instants. Et le roman, c'est la description c'est-à-dire il est mort, comme il est condamné, il a le sida, à l'époque, personne, je veux dire, on l'a enterré avant qu'il ne soit réellement mort, je parle de l'écrivain. Donc cet ami frappe aux portes et ne trouve aucune possibilité d'aide pour faire rapatrier son ami. Voilà un écrivain qui était très connu, qui avait beaucoup de succès. Beaucoup. C'est ce que vous interrogez. Ça, c'est la réalité. Voilà, c'est ça. Voilà, ce que c'est. Et qui vous a valu quelques inimitiés. Beaucoup. Ça m'a créé beaucoup de. Parce que en réalité, Vous avez questionné un mythe. Oui, c'est-à-dire. Oui, c'est que les écrivains africains sont utiles. C'est la réception. C'est pour ça que être parmi vous ici est une réception complètement différente de ce que Dieu seul sait que j'en ai connu. J'ai été invité à faire des tournées au Maroc, en Tunisie, au Liban, partout en Afrique. Mais on n'est pas là tout à fait dans le même type de réception que d'être avec des lecteurs ou des lectrices. Et il se trouvait que Sonny Laboutonsi était utile moyen de promotion de quelque chose. Et à partir du moment où il était condamné, il n'était plus utile. Et donc, il était laissé de côté. Et c'est une chose qu'il faut interroger, savoir ce que c'est qu'être écrivain africain
quand on est porté par d'autres endroits, d'autres personnes que celles qui sont les vôtres, il y a cette problématique-là. Nous sommes les seuls au monde à être écrivains pour les autres, en quelque sorte, par la force des choses. Et donc, forcément, il y a des ambiguïtés au minimum qui sont là, qui sont présentes. Mais bon. Et quand vous dites les autres, ce que vous interrogez en fait, c'est la question des institutions littéraires africaines qui sont inexistantes ou Oui, oui, il y a tout. On veut écrire et il n'y a pas de lectorat, proprement dit. C'est-à-dire que quelque part, finalement, ceux qui financent déterminent le type d'écrivain qu'on est. Et quand on essaie de faire, on ne peut pas demander à d'autres gens de financer ce qui ne leur parle pas. C'est une question logique élémentaire. Donc, c'est très complexe. Hein. La politique entre en jeu dans cette affaire aussi. Et non, bon, Sony était une grande gloire. Et lui-même, d'ailleurs, le dernier livre posthume, il avait signé ça avant, il était malade, et il a mis en exergue, je crois que c'est la citation de la Bible, il a dit « Pourquoi m'as-tu abandonné, Seigneur ?» Donc c'est-à-dire qu'il a... Comment vous dire ça? C'est une phase tragique de sa vie, où il a découvert en réalité qu'il n'était qu'instrumentalisé. Et avant de mourir, donc ça c'est très difficile. Donc vous pensez qu'il a perçu lui-même cette... Je pense, oui, il a perçu, oui, il a été conscient de ça. Oui. Il y a un grand écrivain dont... connu, c'est connu, très connu. Son œuvre lui a clairement survécu. Oui, bien sûr. On le lit avec plaisir, grand plaisir même. Ouais. Donc nous on va continuer en fait sur le sujet de ce jour, qui est votre roman, Délicatessen, qui est là à l'écran. On va en faire une petite présentation, mais je pense qu'auparavant, Estelle voulait un peu questionner aussi votre métier d'écrivain. Oh, très vite. Très vite. Bonjour, Monsieur Ananiso. Bonjour. Quel plaisir de vous avoir aujourd'hui et d'entendre ce qui se passe dans les cuisines de l'écrivain. Ouais. C'est toujours c'est encore plus inspirant. Alors, on va faire quelque chose d'un peu ludique. Ouais. Un portrait chinois de votre personnalité et de votre écriture. Alors, l'idée, c'est d'être très rapide, spontané et de donner des réponses courtes. Et vraiment qui font parler presque votre subconscient, qui sait. Alors, si on vous demandait, si votre personnalité, si vous étiez une couleur. J'allais dire rouge, mais je ne sais pas pourquoi. Très bien. Une forme. Une forme. Une forme, oui. J'ai pensé à la femme, mais je sais pas. Une recette de cuisine. Ah, ça, ce sont les plats de chez moi. Mais je ne sais pas, il y en a beaucoup. Enfin, les plats africains. Ouais. Un cours d'eau. Le fleuve Congo. Ah, il est beau celui-là. Un animal. Et l'éléphant. Ah, très intéressant. Ouais. Une émotion. Ah là là, une émotion. Je sais pas, le pleur, pleurer. Voilà. Mais je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est très bien. C'est très bien. J'essaie d'être honnête avec vous, sincère. Oui, on s'en sert après pour comprendre un peu aussi ce que vous écrivez, c'est superbe. Bon. Et on va s'intéresser maintenant à votre écriture sur le même mode. Si votre écriture était un horaire. Un horaire de la journée, un moment de la journée. Ah, et donc il faudrait que je dise une heure. Oui. Donc quelle heure vous écrivez par exemple? Je sais pas, en général la nuit. La nuit, d'accord. Un adjectif. Sensible. Une attitude. Fair play. Une religion. Protestante. Ah, une partie du corps humain. Après Délicatessen, c'est vrai qu'on a le choix. Je reviens au buste féminin. D'accord. Un pays. Le Togo. Et un espoir.
L'espoir, c'est pas la vie. Enfin, je sais pas. La vie, quoi. La vie. Oui. Magnifique. Est-ce qu'on peut applaudir pour... C'est un exercice très difficile, donc merci infiniment. Ouais, merci. D'accord. Alors, pour la suite, ce que moi je vais faire, c'est que je vais tout simplement lire un extrait du roman pour nous entraîner dedans, pour marquer le top du départ dans Délicatessen. Et par la suite, l'auteur va nous dire ce qu'il ressent par rapport à cet extrait-là, ce qu'il a voulu exprimer. Et enfin, Fanny fera le lien entre cet extrait et puis l'actualité brûlante sur, j'ai pas envie de dire balance ton porc, parce que moi j'adore le porc. Voilà, je sais pas, balance ton mec ou ton ex, je sais pas ce que c'est devenu. Voilà l'extrait que je vais vous lire, c'est à la page 124, un très court extrait. Donc je commence. C'est le deuxième paragraphe. L'écran du smartphone s'allume soudain, faisant prendre conscience à Sonia que la nuit était tombée. Jean Aka. Sonia s'écarte de l'appareil en se mettant vivement debout, comme si c'était Jean Aka en personne qui avait surgi près d'elle sur le canapé. Elle se tient dans le noir, regarde l'appareil étinceler et résonner pendant un temps interminable, craignant que cela n'attire l'attention de quelqu'un dans la cour ou même dans le restaurant. Avant dimanche, elle va nettoyer Jean Aka de sa vie, se promet-elle, avec un geste ferme de la main droite. Tant pis, qu'elle en meure, elle lui dira non. En pleurant ou pas, elle le lui signifiera. Elle saura faire du bruit si on veut lui retirer son émission. Cette résolution la rassénère. Elle cherche le smartphone à tâtons sur le canapé. Voilà. J'en ai terminé. Et voilà. Il y a cette scène-là. Ouais. De Sonia en Sonia. face de son... Je ne veux pas dire son agresseur sexuel. Non, il n'y a pas, je crois pas il n'y a pas vraiment d'agressif, non. C'est difficile à résumer comme situation, comme roman. Hein. C'est-à-dire, moi-même j'ai essayé quand je l'ai fini, il m'est arrivé plusieurs fois d'essayer, et je n'y arrivais pas parce que ça se passe en 3 jours, 3 nuits, il s'agit de 4 hommes et d'une femme, puis d'une autre qui arrive un peu dans la deuxième partie du roman. Et là, ici, Sonia Sika, 32 ans, 2 enfants, donc en instance de divorce, journaliste, mais également propriétaire d'une espèce de, ce qu'on appelle en Afrique le maquis, un restaurant de quartier, et donc est assaillie en quelque sorte par différents hommes, voilà. Et il y en a qui sont plutôt comme ça, j'allais dire gentils, mais enfin, pas juste qui font la proposition, quoi, concrètement. Je pense à l'africaine. Et puis, il y en a un autre qui est plutôt pas visible dans un premier temps et qui va entreprendre d'évincer ses rivaux d'une manière assez cynique et dure et de proposer pas mal de cadeaux à Sonia pour la convaincre. C'est un peu... Et donc, le roman se développe, voilà, c'est aussi bien ce processus d'évincement, je ne sais pas si le mot existe, des rivaux. Et puis, voilà. Et donc là, cet épisode, c'est un épisode où elle découvre, elle comprend que Jean Aka, qui est dirige les renseignements généraux dans le pays, et qui est donc cet homme qui veut évincer, qui veut lui forcer la main. Donc, elle découvre, elle comprend que Jean Aka, qui est tout puissant, veut la contraindre à être sa maîtresse ou sa compagne. Et il y a des phases comme ça où elle est seule dans sa chambre, et elle se parle. Elle prend des résolutions, elle se dit ce qu'elle va faire parce qu'elle ne le veut pas, et donc ça c'est une phase où elle est seule dans son appartement et qu'elle pense comme cela, qu'elle va décider, qu'elle va le lui dire, et peu importe ce que ça va lui coûter, ainsi de suite. Donc on a comme ça un homme de pouvoir qui veut une femme et qui va mettre tout ce qu'il peut en pratique en fait pour l'avoir. Ce qui nous ramène à quelques actualités récentes et récentes et médiatisées. Et puis moi je donne la parole à Fanny alors pour nous parler un peu de cette actualité sur les relations
amoureuse, si on peut appeler ça comme ça. Amoureuse forcée ou... Merci beaucoup. Assez rapidement, en fait, c'est vrai que c'est assez difficile de ne pas faire un lien avec l'actualité vu le moment où est paru votre roman. Et en fait, ce qui est assez frappant dans le parallèle qu'on pourrait faire, c'est que l'onde de choc qui a été provoquée par l'affaire Weinstein et toutes les autres qui ont suivi, elle est causée à mes yeux en grande partie par le fait que, en gros, le monde occidental se rendait compte que ces choses-là, qu'on va mettre entre grosses guillemets, dont on savait qu'elles avaient cours dans d'autres régions du monde qui sont souvent vilipendées et montrées du doigt, se passaient aussi chez nous. Donc, au-delà de la question du harcèlement, c'est la question du harcèlement chez nous, ici, monde civilisé, qui a été pointée. Et pour moi, c'est en grande partie ce qui a causé l'onde de choc et toutes les... tous les mouvements qui ont suivi après avec le mouvement MeToo, le hashtag Balance ton port et toutes ces dénonciations en cascade qui montrent que finalement la condition de la femme n'est pas forcément plus enviable ici, contrairement à ce qu'on a l'habitude de croire. Or, il y a quelques jours, vraiment, je me demande si c'était pas hier ou il y a 2 jours, il y avait le journal Jeune Afrique qui avait un article qui disait quelque chose comme « En Afrique, les Weinstein se ramassent à la pelle ». Et donc, il y a une sorte d'effet boomerang, en fait, donc maintenant de milieu... parce qu'il y a eu aussi, dernièrement, au cours des dernières semaines, beaucoup d'appels dans les réseaux sociaux aux femmes africaines à aussi dénoncer ce qui se passait. Et où il y a eu beaucoup de dénonciations du silence un peu coupable des femmes africaines, disant pourquoi cette pluie de cascade ne concerne que les femmes occidentales et que certaines franges des femmes occidentales, parce que c'est vrai que même dans les personnalités américaines qui ont dénoncé Weinstein, à part Lupita Nyong'o, il y en a très très peu qui sont afro-américaines. Donc il y a eu tout ce questionnement-là de où est-ce qu'on se situe, est-ce qu'on estime qu'on n'est pas touché, est-ce qu'on est moins sensible, est-ce que toutes ces questions-là. Et puis on sait qu'il y a de plus en plus la problématique de ce qu'on appelle les moyennes sexuellement transmissibles, qui est un problème qui devient de plus en plus, qui est de plus en plus sur le devant de la scène, qui est un problème qui est je vais pas dire séculaire, mais qu'on connaît depuis des décennies et dont on commence à parler que maintenant. Donc ces moyennes sexuellement transmissibles, ces échanges de faveurs sexuelles qui sont presque exigés par de nombreux professeurs dans beaucoup de pays d'Afrique, en tout cas francophones, et auxquels leurs jeunes élèves adolescentes sont presque contraintes. Enfin, je dis presque contraintes parce qu'il y a toujours cette question du faux consentement de certaines qui sont plus ou moins proches de la majorité, donc voilà, donc elles sont contraintes ou elles s'y adonnent. Et voilà, c'est une question qui empoisonne un peu le milieu éducatif en Afrique. Et en fait, la question que je voulais poser pour y venir, c'est que c'est vrai que votre roman, on s'est engouffré dans la brèche du harcèlement, on l'a vu sous cette lunette-là, vu l'actualité, vu aussi la place que ça prend dans le roman. Mais je voulais vous demander, est-ce que c'est ce que vous vouliez dépeindre? Est-ce que c'est la question du harcèlement que vous avez voulu dénoncer à travers ce roman, ou est-ce que c'est plutôt, on doit le prendre comme une peinture sans phare et sans jugement de la condition de la femme en général en Afrique? Parce que c'est vrai qu'on a eu même ce débat entre nous, la figure de Sonia reste quand même ambiguë dans le roman. Donc voilà, je voulais avoir votre avis. C'est une chose, j'avais ça encore en esprit, c'est-à-dire que cette affaire, c'est l'annulation de la liberté en fait. On annule l'autre comme être libre, capable de décider de son propre sort. Quand on impose ça, c'est d'autant plus évident que la personne, par exemple, ce producteur américain, a tous les moyens d'avoir les femmes qu'il veut. Donc c'est le principe d'annuler l'autre, je pense. Je ne sais pas trop à quoi cela peut remonter. Mais ce que je vais dire par rapport à cette question, c'est que j'étais au lycée quand j'étais en Afrique, j'ai été très frappé par cette affaire des enseignants qui sont d'abord en rivalité avec les jeunes, de leurs élèves masculins, auprès des filles. C'était un problème qui m'a... Je ne dis pas ça parce que j'ai écrit ça aujourd'hui et que je suis devant vous, mais ça m'a toujours frappé énormément. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a toujours marqué. C'est-à-dire qu'ils tiennent en respect les garçons, déjà, parce que c'est une prédation, c'est-à-dire que l'enseignant, évidemment, se donne des droits par rapport à telle fille,
Et par contre-coup, même le simple soupçon qu'un garçon qui serait dans la salle aussi, qui serait intéressé par cette fille, subirait également, c'est pas seulement la fille qui, éventuellement, en refusant, subirait des effets négatifs, mais également les garçons qui sont là aussi, qui assistent et qui sont aussi des victimes, en fait. Et c'est vraiment une situation qui est tellement répandue, que j'ai toujours été frappé par cela. Et lorsque j'ai fait 2 années d'études à l'université à Lomé, et j'avais été frappé par une chose, et sans doute tout ça, on écrit un roman 10, 15, 20 ans plus tard, et on ne sait pas trop les sources de cette inspiration. Un jour, il y avait une jeune étudiante, j'étais étudiant en lettres, et il y avait une étudiante qui m'a, à l'occasion, comme ça par hasard, on parlait, et c'est sorti parce qu'elle n'en pouvait plus. Parce qu'en fait, ça faisait, et personne ne l'a vu, moi je ne l'avais pas vu, ça faisait des années qu'un enseignant de département, et donc lui faisait, disons-le comme cela, pour aller vite, la cour, elle refusait, il insistait, et il lui disait que tant qu'elle refuserait, eh bien, elle n'évoluera pas dans ce département de lettres. Mais c'était vrai, et elle me l'a dit comme ça. Je me souviens encore de cette jeune femme qui, en fait, n'est pas tout à fait de Lomé, donc n'est pas tout à fait citadine, qui est mignonne et tout ça, mais qui vient, cela suppose aussi une éducation donnée. Elle vient d'une famille de pasteur un peu, et puis un peu à la campagne. Et elle a dit ça comme ça, et effectivement, elle a dû changer de département. Après 2 années, donc toujours au même niveau, elle a dû quitter le département. Elle nous a laissés pour aller s'inscrire ailleurs, dans un truc de secrétariat, je crois, où il y a plus de filles, pour pouvoir avancer. Et entre-temps, elle a perdu sa bourse parce que il y avait des bourses qu'on donnait pour les gens qui venaient un peu de milieu modeste. Et ces bourses étaient liées aux résultats aussi. Il fallait, au bout de 2 échecs, on retirait la bourse. Et elle avait dû perdre ça. Et c'est quelque chose qui m'avait vraiment frappé, parce que du coup, ça faisait quand même des semestres que j'étais avec d'autres dans ce groupe scolaire, dans ce groupe d'étudiants, et on suivait. Et je ne savais pas à quel moment ce prof-là abordait cette étudiante et lui faisait savoir, ce qui était quand même assez brutal. Mais c'était vrai. Et ça, c'est des choses qui m'ont énormément frappé. Il y a eu d'autres cas. Du coup, je suis devenu sensible à ça, à voir, comprendre, à deviner. Et tout ça, donc, c'est des choses qui sont sans doute me sont restées dans l'esprit. Donc, la réalité africaine, c'est, en fait, je traite encore, c'est l'éternelle question de la liberté que je traite à travers ça. De la violence, je voulais, parce que ça n'existe pas dans la littérature africaine en tant que telle, disons-le un peu pas aussi fréquemment que d'autres sujets, que je voulais traiter de l'amour, de la question de l'amour. Et je me suis aperçu que l'amour supposait de la liberté, en fait, et non, fondamentalement. Sans liberté, il n'y a pas d'amour, en fait. C'est même pour cela que c'est si exaltant comme chose. C'est des consentements donc, des gens, c'est pour ça que ça paraît toujours si magique. Et donc, bien, en voulant traiter de ça, je crois traiter de ce sujet également dans le roman, dans la deuxième partie avec Apolline. Mais en amont, il y a un contexte, et qui est ce contexte qui me semble être le plus répandu, je voulais pas être grave, mais c'est détestable, c'est très horrible comme contexte. On ne peut pas savoir à quel point des êtres sont détruits, mais vraiment quotidiennement, parce qu'il n'y a aucun moyen de faire face dans le contexte africain. Déjà, vous voyez bien à Hollywood, vous voyez bien que quelqu'un qui est si tout-puissant, à quel point il peut abuser. Et vous imaginez en Afrique des gens qui le moindre pouvoir. C'est pour ça que je n'ai jamais vraiment écrit un roman pour nommer un dictateur, parce qu'en réalité, dans les détails des choses, il y a beaucoup de gens qui sont des dictateurs, on fait des choses qui sont horribles, quoi. Ils sont dans le détail, mais des gens, je vous ai dit, à l'université, un intellectuel, un homme qui a fait un doctorat, qui a fait des études en Europe, qui est revenu, qui est enseignant, qui est chez des départements, et qui fait cela, vous comprenez, je veux dire. Donc, vous voyez, c'est quand même ça, j'ai fait une sorte d'enquête un peu au Togo, en l'occurrence, j'ai beaucoup interrogé, beaucoup posé des questions, et il y a cette forme brutale qui est là, qu'on utilise à l'égard des femmes, mais aussi il y a aussi la brutalité, quoi, des moyens financiers. On accapare les moyens, les revenus, les sources de revenus dans la société, et avec ça, on l'utilise contre
contre les plus faibles, en l'occurrence les femmes. Je sais, c'est une question complexe, hein, beaucoup d'autres gens peuvent en témoigner mieux que moi, mais personnellement c'est une chose révoltante. Vous y assistez, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire contre des gens qui... Je sais pas, voilà. Je sais pas si j'ai répondu un peu à la question. Une question par rapport à l'ampleur des dégâts. Je peux appeler ça comme ça, l'ampleur des dégâts. Parce que j'avais mis un petit post sur les réseaux sociaux la dernière fois, j'ai failli me faire lyncher, où je disais, mais je pense que je suis extrêmement moche parce que moi je ne me suis jamais fait harceler, je suis partie. Voilà. Donc je rebondis sur ça en fait pour nous resituer dans le cadre, dans le contexte africain, parce que moi j'ai fait mes études au Cameroun, la première partie, jusqu'au baccalauréat. Et je ne me suis jamais, personnellement, je parle pour moi, je ne me suis jamais trouvée en face d'une telle situation. Et peut-être que j'avais les yeux fermés, j'en sais rien, et je n'ai jamais vu autour de moi de telles situations. Alors, est-ce qu'elles sont cachées? Est-ce qu'elles sont... je ne sais pas. Pour quelqu'un qui n'a jamais vécu ça, moi quand on parle, voilà, les questions de viol, etc., je les ai découvertes dans le cadre de mon métier, etc., parce que j'ai dû défendre des gens qui étaient dans ces situations-là. Mais la question du harcèlement lui-même, c'est très subtil en fait, hein, c'est très subtil. Alors je me demande en Afrique comment on fait pour reconnaître ça, enfin... Oui, je comprends. C'est à partir de quel moment qu'on se rend compte qu'on est déjà en train d'être harcelé? Par exemple, voilà, ces histoires de notes sexuellement transmissibles, comment ça se passe? Est-ce que quelqu'un a une idée? Est-ce qu'il y a un prof qui vient en face de vous et vous dit directement soit... Non, ça ne se passe jamais directement. Ça se passe non. Ça dépend. J'ai eu deux chefs de département. J'ai eu deux chefs de département, un à l'université de Tchang au Cameroun, un autre à l'université de Yaoundé au Cameroun, qui le faisait et puis ça ne se cachait pas. Hein. C'est de manière explicite. De manière explicite, enfin. Il a l'autre étudiant, deuxième année, troisième année, maîtrise, master. Et à chaque niveau, il y a des filles qui sont là pour lui, carrément. Et ça se sait de tous. Oui, d'accord, c'est ça. Mais après, ça pose le problème au niveau des valeurs, parce qu'à ce moment, on se demande si elles sont contraintes de le faire. Parce que s'il est connu pour faire, enfin, il donne les notes aux femmes qui se livrent à lui. Maintenant, la femme, elle n'est pas obligée de le faire, elle n'est pas contrainte. On est libre de ne pas aller vers ce monsieur et de se dire je vais travailler et puis je vais faire valoir mes connaissances. Et justement, peut-être que dans ce livre, la force de ce livre, c'est de montrer à quel point cette situation est complexe. Parce que nous parlions du fait que Sonia a ses failles, notamment celle d'accepter des cadeaux alors qu'elle sait qu'elle ne dira jamais oui à Aka. Il y a des moments de faiblesse où elle se dit quand même, ce qu'il m'offre, c'est incroyable. Elle est humaine. Mais d'une autre part, il y a la question de la justice. Est-ce qu'elle devrait être mise dans une telle situation? Est-ce qu'il est juste qu'en tant que femme, on se retrouve à choisir entre notre avenir et notre dignité? Voilà. Elle a le choix de choisir, mais est-ce juste d'être mise devant ce choix? Tout simplement. Replacer dans le contexte Sonia et Jean Aka, qu'est-ce qui se passe? On est dans le livre Sonia, qui est donc une présentatrice télé, qui a aussi comme hobby de tenir un maquis. Donc elle vit, c'est une femme qui vit dans le luxe selon certains critères. En tout cas, elle occupe une place dans la société où elle est visible et elle représente le succès. Et cela fait des envieux et surtout elle se retrouve dans une position de fragilité, étant une femme en pleine procédure de divorce,
à qui sa mère a donné cette liberté de s'amuser. C'est intéressant, cette bénédiction de la mère qui lui dit « vas-y, amuse-toi ». Ceci a sûrement peut-être, si on analyse le personnage, contribué à casser certaines barrières éthiques chez Sonia et créer une situation où elle se dit « pourquoi pas ?» jusqu'à ce que le moment vienne de choisir entre ce qu'elle peut accepter et ce qu'elle ne peut pas accepter. Donc oui, elle a le choix. On a toujours le choix dans la vie. Oui. Mais elle est passée devant... elle a le choix entre la peste et le choléra. Moi, j'avais peut-être une question pour l'auteur. Je suis restée un peu sur ma soif parce que quand j'ai lu le livre, à un moment donné, je me suis demandé quelles étaient les réelles motivations de Aka. Parce que dans un premier temps, Sonia, elle se demande si ce ne serait pas une vengeance de la part de l'épouse de son amant. Parce que c'est vrai que Sonia, c'est un personnage assez mitigé parce qu'elle a son amoureux, elle a un amant, elle est en instance de divorce. Et puis, l'épouse de Victor, qui serait certainement au courant de leur exil, elle l'a causé une parente de Jean Aka. Alors pour moi, la question était de savoir, est-ce que c'était un commenté de cette dernière dans le but d'écarter une rivale, ou alors Jean Aka était vraiment intéressé par la femme et qu'il était prêt à mettre tout en jeu pour l'obtenir, sachant évidemment que son collaborateur, son adjoint, avait une relation avec cette dernière, parce que c'était resté un peu flou. C'est-à-dire, c'est pas ça. En fait, mettons un peu de côté la morale, pour nous en sortir un peu. Juste une chose rapide, par rapport à Sonia, les cadeaux, etc., il y a aussi l'éducation, il y a le contexte africain. Il y a quelque chose de particulier avec les Africains, c'est que... Mais ça, c'est lié à la nature. La nature est généreuse en Afrique. Et les gens donnent. Les gens je veux dire, quand vous avez vécu en Europe, vous voyez la différence entre le don en argent, en moyen de vie. Les gens dans les villages en Afrique se donnent des poulets, des choses, des tubercules, je ne sais pas quoi. On donne, mais c'est parce que la nature est généreuse, il y a la profusion. Et ce n'est pas le cas quand vous vivez en Finlande ou ailleurs, où les pommes de terre poussent, je ne sais pas combien. Ce n'est pas le cas psychologiquement, culturellement. Et ça, dans le chaos de la modernité, dans ce chaos dans lequel nous sommes aujourd'hui, il y a ça qui reste, cette pratique qui reste. Et donc, les gens ont de l'argent, ils mettent sur la table, 2 millions pour toi, ceci, c'est de l'argent de la corruption, certes, mais c'est dans cette logique aussi. Et ça aussi fait qu'il y a un conditionnement. Alors, est-ce que c'est, comment nommer ça, je ne sais pas, très bien, ça aussi c'est de la violence ou pas. Enfin, tout ça est là. Alors, tout ça pour vous dire aussi que je n'ai pas conçu un méchant ou pas. En fait, pour vous dire la vérité, Aka, dans ce qu'il dit, quand il lui dit que tu décides de l'avenir de tes enfants, c'est ce qu'il a dit, il est sincère. Il est bien possible que ce qu'il lui propose à elle, vu son âge à lui, soit que ce soit enfin une multiple maîtresse, mais une dernière maîtresse, disons. Pour, vous voyez, je veux dire, j'ai entendu un jour, il y a un chanteur français, Claude Nougaro, qui, à un âge assez avancé, s'était mis avec une jeune dame et qui disait que c'est la femme de ma mort. Comme on dit, c'est la femme de ma vie, donc c'est la femme de ma mort. Et ça pourrait être un peu ça dans la tête de Jean Aka, et qu'il est sincère et possible qu'il le fasse. C'est pas pour autant, parce qu'il ne suffit pas seulement d'être sincère de son œil pour que ça soit à l'avantage de Sonia, qui est jeune, qui a l'âge d'être sa fille, et qui peut-être espère autre chose, etc. etc. Enfin, tout ça est complexe. N'ayant pas l'intention de définir le bien et le mal, je ne pouvais pas. Sonia est ambigu. Il est... Non, pas... C'est ça aussi ce qui est très intéressant dans ce roman, même dans la problématique actuelle de balance temps-fort, c'est que dans ce roman, on n'a pas la jeune femme innocente, gentille, etc., et le méchant homme qui veut se l'accaparer, etc. Il y a une sorte d'ambiguïté dans chaque personnage, et même dans Sonia, il y a
une ambiguïté qui fait que quand j'ai fait la première lecture du roman, personnellement, je me suis dit « Ah, mais ce Jean Aka, il est vraiment méchant, il devrait finir en prison, etc. » Et quand je refais la deuxième lecture, je me dis « Mais cette Sonia, quand même, elle n'est pas si innocente que ça. Hein. Quelque part aussi, je ne dis pas qu'elle cherche ce qui lui arrive, mais elle se met dans certaines positions qui font que, voilà, elle a peut-être des comptes à rendre aussi. Alors, je ne sais pas s'il y a une... je voudrais juste rebondir très rapidement sur ce que tu disais, Agnès. C'est que tout à l'heure, pour informer ceux qui sont arrivés après, Théo Ananiso est entré dans cette pièce pour voir des femmes, en l'occurrence nous, en pleine dispute sur l'interprétation à donner au personnage de Sonia. Je le remercie donc d'être resté parce que c'était assez impressionnant.